والوطنية والتحية قدس استقلالي وتحيا الجزائر مثل الهلال وأحيا فيها الوطنية أرض الجدود سلاما مهد معالينا سنرعى الخلود سلامك سار لنا دينا سنرعى لك مثل سنرعى Justement, vous parlez de la préparation des manifestations du 8 mai. On dit aussi que à Guelma, le sous-préfet de Guelma, Akiari, avait aussi entrepris la distribution d'un certain nombre d'armes aux collants. Et vers le fin avril 1945, pourquoi Guelma? Guelma où Mohamed Reggui avait organisé dans son hôtel des grandes réunions de débats, comme vous l'avez cité, sur justement autour des AMEL, lui étant responsable des AMEL à Guelma, membre du PPA, et soutenu très proche de Farhat Abbas, donc un personnage clé qui a été assassiné pendant ces événements-là, voilà, avait été justement identifié comme un acteur dangereux par l'administration française. Il y a quelque chose qui se déroule justement dans le sillage de cette haute administration, justement, où l'épuration n'a pas été tout à fait, n'a pas opéré, n'a pas été réglo, disons. Et il y a, principalement, disons, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire les réunions, les défilés des scouts, les chants patriotiques, toute une atmosphère de soulèvement qui n'en était pas un, parce que là c'était pacifique, mais de temps en temps il y avait quand même une sorte de violence, ne serait-ce que, comment dire, les slogans affichés sur les murs, par exemple, on rappelle beaucoup une inscription qui a été relevée dans la région de Biskra, frères musulmans, préparez-vous. Et il y en a un qui lui répond, à quoi? Avec un grand point d'interrogation, et la réponse qu'on retrouve le lendemain, ou je ne sais plus, un peu après, à faire la révolution. Donc voilà, un soulèvement, il y a quelque chose qui se passe, comme on espère que la conférence de San Francisco va énoncer le droit des peuples, du peuple algérien en tout cas, à exiger son indépendance, etc. Et avec... dans cette atmosphère-là, et avec les mesures édictées par l'ordonnance de mars 1944, c'est-à-dire cet élargissement du premier collège et quelques mesures, disons, plus ou moins favorables aux Algériens, il y a l'opposition viscérale cette fois-ci, donc de l'opinion européenne et de leurs représentants, et il y a, plus que cela, il y a de la peur qui s'installe auprès surtout des colons installés à l'intérieur du pays, dans leurs fermes, etc., et qui le signalent et qui l'écrivent, et qui le disent, etc. Voilà, il y a cette atmosphère, il y a de l'emballement d'un côté comme de l'autre. Et il faut savoir aussi que dans le courant du mois d'avril, et principalement après l'arrestation et l'éloignement de Messali Hadj, il y a tout un branle-bas de combat au niveau des forces de l'ordre, y compris de l'armée. C'est-à-dire, il y a une mise en alerte
comment dire, de l'armée, de la gendarmerie, des forces de la police, etc., etc. Il y a aussi toutes ces directives qu'on va donner aux forces de l'ordre, à savoir, bon, la manifestation, on ne pouvait pas éviter, à mon sens, la manifestation du 8 mai 45, parce que c'est quand même la libération, la libération, et que il était impossible d'éviter, par exemple, le dépôt de gerbes au monument aux morts, etc., etc. Et les Algériens y ont participé. Il ne faut pas oublier que les Algériens y ont participé dans les différentes villes où il y a eu des manifestations. Mais c'était l'interdiction. Bon, il y avait d'un côté, du côté des Algériens, de manifester, de participer à la manifestation, mais d'insister sur le caractère pacifique et de n'avoir aucune arme, même pas, y compris les armes blanches. Mais il y avait également aussi directive du côté des forces de l'ordre, donc oui, manifestation, mais avec interdiction de hisser le drapeau algérien qui va déclencher ce que nous savons à Sétif, à Guelma et ailleurs. Justement, Gilles Manseran, il y a eu un prélude à Alger-Oran où le drapeau national a été brandi et justement où la police française a réagi. À Sétif, la manifestation commence à 8h du matin, de manière pacifique. Certes, manifestation autorisée ou autorisée dans le cadre de la République française, voilà, où il était édicté toute interdiction de clamer toute idée d'indépendance et surtout de brandir l'emblème national. Comment vous voyez le déroulement de ces événements à Sétif, dès 8h30, des slogans, 8h45, des slogans sur l'Algérie indépendante ont commencé à être brandis, sur la libération de Messali el-Hajj, et le drapeau algérien sort par un jeune scout algérien de 20 ans et qui est assassiné, Bouzid Saad, qui est assassiné par le commissaire de police de Sétif, ce qui déclenche aussitôt une violence extrême. Comment vous Alors cette manifestation officielle pour fêter la victoire au monument aux morts, elle était autorisée. Oui, oui, et les Européens de Sétif y étaient conviés et comptaient bien y être présents avec les drapeaux des alliés, français, américains, britanniques, soviétiques. Mais sans que les musulmans algériens, les Algériens autochtones soient exclus, rien ne leur interdisait de s'y joindre, eh bien, il y avait une sorte de refus de l'administration à voir toute référence au drapeau national et à l'idée d'indépendance et à la demande de libération, de retour de Messali el-Hajj. Donc, c'est lorsque ces banderoles ont été arborées par les Algériens qui se sont joints au cortège, lorsque le drapeau national a été brandi, qu'il y a eu affrontement et intervention de la police contre les porteurs de drapeaux et contre les porteurs de banderoles, et que tout a dégénéré en affrontement extrêmement violent dans les rues de Sétif. Mais les Algériens étaient nombreux dans cette manifestation. On a relevé que c'était un jour de marché. Absolument. Et il y a un immense espace à proximité de la ville qui était un point de rassemblement d'un marché pour toute la région. Donc beaucoup de monde à Sétif. C'est la porte du Biskra. La porte de Biskra, oui. Oui, la porte de Biskra. La porte de Biskra. D'accord. Et donc, beaucoup de monde dans les rues, beaucoup d'Algériens de toute la région étaient présents à Sétif et se sont joints à ce cortège. Et lorsqu'il y a eu intervention armée d'un responsable de la police qui a tiré sur Saad Bouzid, eh bien, il y a eu des affrontements qui se sont généralisés dans les rues. Des Européens qui, à partir de leurs balcons ou de leurs fenêtres, ont tiré sur la foule des Algériens. Donc,
et aussi dans le repli de la foule et dans la débandade qui s'en est suivie, des cas de violence contre des Européens qui avaient le malheur de vendre des fleurs sur un trottoir ou d'être là à ce moment-là dans les rues de Sétif. Voilà, d'où les 102 morts européens qui ont été immédiatement répertoriés, nommés dans la presse coloniale de l'époque et qui ont été présentés comme les seules victimes du massacre de Sétif. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on parle des événements de mai-juin 1945 dans le Constantinois, un certain nombre de personnes, plus ou moins sincèrement pour ceux qui sont d'origine pied noir, si je puis dire, ont en tête mai-juin 1945 Sétif, c'est le massacre des 102 Européens dans les rues de Sétif. Non conservé que ce souvenir, alors que ce n'est qu'un épisode réel, mais dans le cadre d'une répression, d'une manifestation qui a fait surtout des victimes algériennes. Absolument. Alors, j'ai eu l'occasion, Si Kamel, de rencontrer dernièrement Reda Amrani, qui m'a fait part justement de la préparation des manifestations de Sétif. Il devait être avec nous, bon, il s'excuse, il y aura l'occasion de refaire une émission probablement avec lui, et il parle justement du rôle de son oncle, qui était la tête du PPA à la Casbah, Saïd Amrani, qui justement... ce que témoignait Reda Amrani, c'est que les drapeaux algériens qui ont été à ce moment-là brandis à Sétif ont été cousus dans la maison de son oncle, qui est transporté à Sétif pour la préparation de la manifestation. Voilà, comment vous pouvez décrire cette préparation de la manifestation et ensuite le déroulé des tragiques événements du 8 mai 1945 ? Encore une fois, je voudrais rebondir sur la question, avant de répondre à votre question, sur la question de la milice. Le sous-préfet de Akiari, le sous-préfet nommé également en fin entre 25 et 26 mars 1945. Le 14 avril 1945, et là ça a été dit et écrit par notre ami Jean-Pierre Piroulou, il décide de la formation d'une milice. Donc, la milice également a été formée et armée le 14 avril 1945. La préméditation est là. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, parlons de la milice, qui a joué un rôle important dans la répression. Le 10 mai, le préfet de Constantine, Lestrade Carbonel, publie dans un journal de Constantine, Dernière Minute, il invite les colons à se constituer en milice. Ça, c'est très important. La milice a joué un rôle important dans le massacre et dans la répression. Je voudrais signaler un fait important. Le 9 mai, le 9 mai, le sous-préfet de Guelma, il y a eu l'arrestation de 9 jeunes d'AML, âgés de 19 à 40 ans. Ils ordonnent leur exécution le 10 mai. Pour le seul motif, c'est qu'ils avaient entonné un chant patriotique au niveau des cellules de prison. Ce fait-là est important. Il a été éludé, je le dis, il a été éludé par les porteurs de les porteurs de la mémoire coloniale, certains idéologues, certains écrivains. Bon, je ne voudrais pas leur faire ici de la publicité, mais certains écrivains franco-algériens qui étaient à l'époque en Algérie. Bon, pour revenir à la préparation, bon, pour ce qui est de la confection du drapeau, il y a le défunt Chouki Mustafa, il disait qu'il est le principal
dessinateur pardon, et le concepteur de ce drapeau. Moi, dans mon premier bouquin, il y a des certifiants qui disent que ce drapeau a été confectionné par des tailleurs certifiants. Monsieur Amrani dit le contraire. Sur ce point-là, je ne peux m'avancer parce que c'est quelque chose d'important, d'important. Et puis, je n'ai pas d'éléments à ce sujet-là. Bon, pour revenir à Alger et Oran. Alger, Oran, qui n'avait pas à l'époque, qui était déjà, qui ne pouvait pas encore, qui était sous le choc des événements de la tragédie du mai, Alger et Oran n'ont pas connu de manifestation le 8 mai 1945. Pour ce qui est de la préparation, l'ordre a été donné, même c'est des manifestations timides. Bon, l'ordre a été donné aux membres du PPA sous couvert de l'AML, des AML, pardon, à partir du 3 mai, du 3 mai. Et c'est au niveau de la fédération de Constantine que tout a été décidé. Et puis, c'est à partir de Constantine que les ordres ou les instructions ont été données au niveau des cellules et des structures du PPA qui travaillaient sous le couvert des AML. Bon, pour ce qui est du jour J, comme a été dit par Madame Senghor et Gilles, des instructions fermes ont été données aux manifestants, aux marcheurs, de laisser leurs cannes, leurs debouches, leurs armes blanches, etc., au niveau de la mosquée. Donc, ça a été très bien organisé. Les gens ont marché. Il y avait une précision. Le porteur du drapeau n'était pas Saad Bouzid. Saad Bouzid n'était pas scout. C'est une légende préfabriquée. Le porteur du drapeau, il s'appelait Issa Shraga. Il a été choisi parce qu'il avait une taille d'un basketteur. Donc, ça, c'est très important. Et puis, ce n'était pas, Gilles, une manifestation officielle, parce que les officiels français n'ont pas pris part à la manifestation. Et le mot d'ordre a été donné aux élèves français, aux colons plutôt, de ne pas sortir le mardi, de ne pas aller à l'école. Certains d'entre eux sont sortis, ils ont été effectivement bousculés, pour ne pas dire tabassés, agressés, par des manifestants. C'est des paysans qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas aucune connaissance du milieu. Donc, si je voudrais aussi vous parler d'Albert Denier, le secrétaire de la section communiste qui a été agressé. Il n'a pas été agressé par des citoyens, il a été agressé par des paysans. Et il a été secouru par un pharmacien, un ami de Farhat Abbas, Mahfoud Sidi Moussa. Donc, ça a été une manifestation pacifique. Et puis, comme l'a si bien dit Gilles, en arborant les banderoles et en sortant l'emblème national, donc les policiers n'ont pas admis ce fait accompli. Et puis, ils ont essayé, dans un premier temps, de confisquer le drapeau. Ils n'ont pas pu. Et puis, c'est à partir de là que un des policiers a tiré sur Saël, qui avait repris le flambeau. Donc, et c'est à partir de là que les échauffourées ont commencé. Je voudrais insister sur un fait très important. 1 heure ou 2 heures après, il n'y a pas eu de casse, aucune maison n'a été violée, aucune destruction des biens des colons. Donc, un retour, un calme précaire est revenu 1 heure ou 2 heures après. Comme l'a si bien dit Gilles, à Sétif, il y a eu entre 21 et 28
28 morts du côté des colons. Et elles sont toutes, ces victimes, elles sont toutes des victimes innocentes. Et puis, on ne sait pas, jusqu'à maintenant, 78 ans après, le nombre de victimes algériennes. Bon, selon certaines sources, on parle de 85 morts qui ont été enterrés dans 2 fosses communes au niveau du cimetière de Sidi Saïd. Et puis, des policiers ont demandé à leurs parents de ne pas sortir le jour J. Des policiers ont demandé aux amis du manifeste de ne pas impliquer les jeunes scouts dans la manifestation. Donc, pour ce qui est de la préparation, ça a été une préparation discrète. Elle a été faite par les éléments, encore une fois, par les éléments du PPA sous couvert des AML. Je voudrais, avant de terminer, parler de cette histoire d'insurrection. En mai 1945, il n'y a pas eu d'insurrection. Donc, certains écrivains français qui étaient là, qui vivaient, c'est des Algériens d'origine, si on peut s'exprimer de la sorte. On utilisait ce terme-là pour justifier la répression disproportionnée. On ne fait pas une insurrection sans revendication. On ne fait pas une instruction sans communiqué. On ne fait pas une instruction sans organisation bien déterminée. Donc, moi, je pense, et puis, ce n'est pas des conclusions, les éléments que j'ai en ma possession démontrent clairement que mai 1945 a été un complot fomenté par les pétainistes d'Alger. Oui, alors, le scénario de Sétif n'est pas exactement le même que le scénario de Guelma. Je rappelle quand même qu'il y a quelque chose comme 400 km entre ces 2 villes, hein, qui sont distantes. Donc, ce n'est pas le même scénario qui s'est déroulé dans chacune de ces 2 villes. Et ce que Kamel Benyaish vient d'expliquer concerne Guelma, avec cette organisation dès le mois d'avril d'une milice européenne incitée par le sous-préfet André Akari. Et lui, il n'était pas pétainiste. La particularité de cette personnalité-là, c'est qu'il était au contraire favorable au débarquement des Alliés. D'Alger. La haute sphère du gouvernement d'Alger, elle était entre les mains d'un groupe de pétainistes. Oui, non, je suis bien d'accord là-dessus. Mais disons que la prolongation de la domination coloniale en Algérie et dans l'Empire, elle était partagée par les pétainistes, puisque le régime de Pétain a aussi chanté la gloire de l'Empire, hein, fait des opérations de propagande, des affiches, des manifestations sportives, etc. Donc le régime de Pétain était pro-impérialisme, hein, pro-colonial, mais dans la résistance, comme je l'expliquais, il y avait aussi des gens qui l'étaient également. Et parmi les Européens d'Algérie, c'était le cas d'André Akari, qui se prévalait de son caractère de résistant au moment du débarquement et qui a ensuite... Comment ? Oui. Et tout en étant partisan de cette répression préventive dans cette ville de Guelma qu'il a organisée avant même qu'il se manifeste quoi que ce soit comme regroupement, rassemblement et défilé d'Algériens à Guelma. Donc c'est un scénario un peu différent où les agents de la répression à Guelma ont été pour beaucoup, c'est ce que Jean-Pierre Peroulou montre dans son travail, des civils européens armés par le sous-préfet qui ont organisé les massacres. Alors qu'à Sétif, c'est plus la police, les militaires
et dans la région, me semble-t-il, mais ça, c'est une question qui a été beaucoup plus travaillée par Kamel Ben Yaïch pour toute la région. Donc l'armée intervient, bombarde, etc. L'aviation, la marine, etc. Bon, voilà, c'est un autre processus, si je puis dire, dans ces deux régions du Constantinois, l'une à l'ouest de Constantine et l'autre à l'est de Constantine. Alors justement, une petite question, et puis vous pouvez rebondir sur ce qui vient d'être dit. On parle à ce moment-là, il y a une bataille de chiffres qui continue jusqu'à aujourd'hui. On parle de... Le PPA dit 45 000 morts. C'était une comptabilité faite dans le cadre de ce parti-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tergiversations sur le nombre de morts. La répression a été, il en est certain, effroyable, terrible. À Guelma, il y a eu des fours crématoires qui ont été mis en place pour pouvoir faire disparaître des cadavres. Voilà. Au-delà de ce qui s'est passé, que pensez-vous un peu de cette bataille des chiffres? Écoutez, moi, les bilans chiffrés m'embarrassent toujours parce que je suis incapable de donner un chiffre précis. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres avancés par les autorités coloniales de l'époque sont complètement erronés. Si nous savons exactement quel est le nombre de victimes des Européens tués à ce moment-là, ça c'est absolument sûr. On a quelque chose comme plus d'une centaine de... 102. 102 noms ont été voilà. Ça c'est absolument énumérés. Pour les Algériens. Alors il faut savoir, si on perd de vue qu'il y avait les arrestations, les liquidations, l'intervention de l'armée de terre, de l'armée de la marine, parce que le croiseur, comment il s'appelle? Drawin. Le croiseur croisé, comment dirait l'autre, dans les eaux entre Bdjaïa. Drawin. Il n'y avait pas un seul croiseur, il y avait toute une flotte de bâtiments de guerre. Et plus l'aviation qui a bombardé. Et donc des ratissages absolument terrifiants. Rappelons que l'ordre de répression a été donné par le président du gouvernement provisoire, qui était Charles de Gaulle, à partir de mai, certains disent le 20 mai. Certains disent un peu avant. Alors, il n'y a pas une trace écrite d'un ordre de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Mais quand même, pour mettre en branle l'aviation et la marine, il fallait bien obéir à un ordre. En tout cas, celui certainement d'un ministre. Ou des responsables locaux de l'armée et de l'administration au niveau du gouvernement général. C'est bien difficile d'établir les responsabilités. Mais il y a les responsables locaux, c'est-à-dire au niveau du gouvernement général. Châtaigneau est pris à la gorge, tout libéral qu'il est, il doit intervenir, effectivement. Donc, voilà. Mais ceci dit, bon, on épilogue beaucoup sur le chiffre de 45 000 qui rime avec 45, mais je crois qu'il n'y a que les études à petite échelle, justement. Moi, je suis, j'aime beaucoup la micro-histoire, justement, nous rend d'énormes services, et le travail qu'a fait Kamel Ben Aïch pour, justement, dans la région de Sétif, compter les morts, compter les disparus. C'est ça que nous n'avons pas fait, et qui commence, justement, à se faire. Il y a justement non seulement le comptage, mais également les noms. C'est-à-dire qu'on cesse de parler d'anonymes, mais nous avons des hommes, des femmes, des vieillards, etc., puisqu'on a une directive du général... Duval. Je ne sais plus si c'est Henri Martin ou à Duval, d'épargner les enfants et les femmes à un certain moment, je crois, dans le courant du mois de mai. Mais la répression a été terrible. Je crois qu'il y a un terme qui a été employé par comment il s'appelle, par Ageron, qui dit, c'est que je retrouve le passage,
il parle d'une répression, c'est-à-dire sans limite et, comment dire, à la mesure de la peur, ce sont ces termes, de la peur et de la haine des colons, des Européens d'Algérie. Donc voilà, là il y a de cela. Donc, et puis, bon, voilà, comment dirait l'autre, les armes qui ont été utilisées, on ne fait pas de, comment dire, ça ne peut aboutir qu'à des massacres. Moi, je voudrais revenir sur cette histoire d'emblème, parce que il y a quand même, moi je veux bien, je veux bien partager l'avis de Shawqi Mustafai, mais tout de même, quand on reprend les mémoires de Messali Hadj, le rôle de Émilie Buscan, justement, l'épouse de Messali Hadj, et sa participation justement à la confection de cet emblème est écrit noir sur blanc, et je pense que comment dire, nous avons des documents pour prouver que justement dans le local de la rue Daguerre, qui a été un moment le local du PPA créé en 1937, l'emblème national, qui est à peu près celui que nous avons aujourd'hui, donc, est présent sur, et je crois qu'on a au niveau de l'iconographie, on a des photos. Alors, que les Algériens en aient fabriqué, oui, d'autant plus que pendant toute cette période de fermentation du mouvement nationaliste, que ce soit à travers l'étoile nord-africaine, justement, étoile nord-africaine, qu'on va retrouver, l'étoile en tout cas va figurer dans notre emblème, toute cette période-là, il y avait des tas de symboles, de bijoux par exemple. Moi je me rappelle, j'avais trouvé les porteurs d'une bague avec un croissant et une étoile portée par un certain nombre de militants. C'était un signe de ralliement. Le mot Nejma ou Helel figure également dans un certain nombre de chansons. Dans les archives de la wilaya de Constantine, dans les documents qui ont été justement comment dire, récupérés avec l'arrestation, et justement il y a quelques papiers ayant appartenu à Farhat Abbas qui figurent dans les archives de Constantine. Il y a un drapeau, un drapeau donc en tissu qui fait pas plus de cette taille-là. Je l'ai eu entre les mains, je l'ai consulté et j'ai des photos. Et donc, voilà, il y a la couleur blanche, la couleur verte, et puis l'étoile dessinée maladroitement, parce que tout ça est fait à la main, à la hâte aussi, en cachette, clandestinement, etc. etc. Et c'est ça qui a prévalu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus le lieu de discuter de la paternité, etc. Oui, on a fabriqué, effectivement, en 1945, mais ça y est, c'était fait, je veux dire. Mais c'était fait dans l'immigration en France, par le PPA. Oui. À partir de 1937, oui. 37-38. Mais il ne faut pas oublier que le PPA, rapidement après, décide de s'implanter à Alger. Et que je sache, Émilie et Buscan, puisque quand elle meurt à Alger. Elle meurt à Alger. Il faut voir l'hommage que lui a rendu à ce moment-là la population algéroise. Je ne pense pas que le PPA installé à Alger ait omis au moins l'emblème national. S'il n'y a pas la présence physique du matériel du drapeau, sa description, et je pense que sa présence matérielle y était déjà, à mon avis. Si Kamel, je vous en prie. Je vous en prie. Bon, pour revenir à cette question du bilan, moi j'ai dans mon deuxième bouquin un chapitre intitulé Le bilan mutuelé. Donc c'est l'autorité coloniale. L'autorité coloniale est la génitrice de cette controverse. Je m'explique. Les victimes de la manifestation du 1er mai ne sont pas connues totalement. On ne sait pas, on ne connaît pas effectivement jusqu'à maintenant le bilan réel
des victimes algériennes tombées à Alger et Oran. Bon, certaines sources parlent de 3, 4 personnes, d'autres parlent d'un nombre plus important. Même l'identité, on se trompe sur l'identité de ces victimes-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a eu une révolte, il y a eu des émeutes, il y a eu des échauffourées, il y a eu des échanges de coups à Sétif. On a pu identifier les victimes françaises, se trouve dans mon bouquin. Moi, personnellement, je ne discrimine pas les victimes. Se trouve dans mon bouquin. Les victimes algériennes n'ont pas été identifiées, n'ont pas été enregistrées. L'autorité coloniale avait les possibilités, pouvait identifier, pouvait recenser les victimes, ne serait-ce que pour la ville de Sétif. Elle ne l'a pas fait. Et puis, l'ampleur de la tuerie ne permettait pas, sans nul doute, à l'autorité française de quantifier, de recenser et de procéder à l'enterrement de ces victimes-là qui n'ont pas obtenu une sépulture des décennies durant. Il y a aussi un fait important. Le 25 juin 1945, suite à des pressions des services secrets anglo et américains, Adrien Texier était obligé de venir en Algérie, où il a effectué une tournée. Il est passé à Sétif, à Constantine, à Annaba, et il a terminé sa tournée à Guelma, où il a interrogé les principaux commanditaires et auteurs de la tuerie et des massacres, entre autres le sous-préfet, le commissaire Busson, je pense, et le chef de la milice Lavie et d'autres. Ils ont avoué leurs crimes. Texier avait promis de rendre public ce PV-là, il ne l'a pas rendu public. Donc, par crainte de la position des anglo-saxons et par crainte de mettre la France coloniale dans une position inconfortable. Et puis, j'ai des PV, des administrateurs de certaines localités de Sétif. Ils disent une chose et son contraire le lendemain. Je vous donne l'exemple d'un administrateur d'une localité de Borj-Boarerich où, dans un premier rapport, il donne en détail les pertes humaines et matérielles de la population indigène. Quelques jours après, il refait marche arrière. Il a été sans nul doute rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, et dans son deuxième rapport, qui se trouve dans mon bouquin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien n'a été, je n'ai rien à dire à propos de ce qui s'est passé dans mon douar, d'autant plus que les indigènes vivent le plus normalement du monde parmi nous, dans la quiétude et dans le calme. C'est la même chose pour ce qui s'est passé dans diverses localités de la région. Je voudrais aussi parler d'un point important qui n'a pas été, qui a été éludé. Si Jean-Louis Planche et Jean-Pierre Piroulou ont mis l'accent, ont parlé de la razzia commise dans la région de Guelma, rien n'a été dit sur les vols commis par aussi bien l'armée, la Légion étrangère et les milices au niveau de la région de Sétif, où des centaines de familles ont perdu des biens colossaux. Je voudrais, avant de terminer, la récompense unique offerte aux valeureux combattants du 7e RTA, le régiment des tirailleurs algériens. À leur retour au bled, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent désolation et ruine. Et plus encore, ces soldats ont été discriminés,
ils ont fait, pour certains d'entre eux, l'objet d'une filature. Et ces soldats qui ont laissé derrière eux, les chiffres sont là, plus de 7500 compagnons morts pour la liberté de la France, ils ont trouvé leurs biens détruits et confisqués. Et après moult, ils n'ont pas été indemnisés des années après. Et les preuves sont là. Ils ont demandé l'intervention de Farhat Abbas. Il a fait de son mieux, mais l'autorité et l'administration coloniale avaient décidé une fin de non-recevoir qui continue jusqu'à nos jours. Alors, c'est Kamel, avant d'arriver, Gilles, à justement les conséquences de cette répression d'une brutalité innommable, notamment auprès des jeunes Algériens, puisque ce que disait Mme Siari Tangour, c'est que mai 45 a été le prélude au déclenchement du 1er novembre 54. Ça a été un traumatisme pour toute une génération qui s'est préparée à la révolution de 1er novembre 1954. Comment vous expliqueriez cette brutalité des autorités françaises, civiles et militaires, les milices? Qu'est-ce qui se jouait? Madame Siari Tangour a parlé de peur qui était prédominante en avril, de peut-être d'une conférence de San Francisco où se jouait beaucoup de choses sur justement le partage du monde à l'époque, avec des enjeux mondiaux, avec les vainqueurs, les alliés et les restes des empires coloniaux. On a vu que pendant plusieurs années, justement, s'est joué plusieurs batailles à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui explique à ce moment-là la brutalité justement de cette répression? Est-ce que c'est une réaction, je dirais, classique d'une armée qui, on dit que M. Duval, général Duval, aurait dit je vous ai donné la paix pour 10 ans. C'est-à-dire la répression pour une armée est le seul langage, et en disant politique, vous avez 10 ans pour pouvoir faire des choses. Donc comment expliquer un peu cette répression? À mon avis, la violence de cette répression, qui est effectivement terrible, s'explique par l'essor de la prise de conscience nationale qui s'est produit à partir du débarquement des Alliés. Il y a peut-être de la défaite de la France en 1940, ça commence parce que la puissance coloniale en métropole est vaincue par une armée étrangère, et donc elle n'est pas si puissante que ça, cette armée française et cette administration française. La France est vaincue en 1940, et à nouveau en 1942 arrivent les Anglo-Américains qui font une forte impression sur la population algérienne. On a eu, par exemple, l'occasion avec Warda Seritengour de recueillir les souvenirs de Hosni Ait Ahmed. Oh oui. Et il faisait partie du groupe de jeunes lycéens du lycée Ben Aknoun. Amara Rachid. Voilà. Où il y avait donc plusieurs jeunes du même âge qui participaient à cette époque d'espoir et de réévaluation de la puissance française par rapport aux autres puissances mondiales. On a continué à recueillir des souvenirs d'autres membres de ce groupe de lycéens minoritaires à Ben Aknoun, mais enfin quand même, qui était... Rappelons qu'il y avait M. Hadjas. Et il y avait notamment Sadek Hadjires. Voilà. Voilà. Et donc, Sadek Hadjires, par exemple, nous soulignait l'impression forte que faisait sur les jeunes Algériens qui les voyaient sortir de leur camion, se promener dans les villes, impression forte des GIs américains qui n'avaient pas le même comportement que les soldats français, qui étaient plus
par certains côtés décontractée avec la population, plus près de celle-ci, qui n'avait pas la distance coloniale des militaires français. Voilà, alors ça a été un choc et ça a été un développement extrêmement rapide des AML à partir donc de février 1943 et dans les années qui ont suivi. Dans les 2 années qui ont suivi, il y a eu un afflux d'adhésions et après le manifeste lancé, si je puis dire, par Ferhat Abbas, eh bien, les AML ont rassemblé beaucoup de militants du PPA, qui était de fait la force principale, numériquement parlant, des AML. Et voilà, ça a été une vague énorme, dont le 1er mai à Alger et à Oran, en 1945, était un peu une des manifestations. Ensuite, les Européens d'Algérie, beaucoup d'entre eux ont eu peur pour la remise en cause du statut colonial. Alors c'était le cas de l'opinion vichiste de la plupart pendant la période de la guerre, mais certains résistants, comme Akhiari, ont rejoint cette peur et cette tentative de faire barrage à cette prise de conscience nationale algérienne. Donc voilà, à mon avis, la grande explication de la répression. Maintenant, à quel niveau et par qui est-elle décidée? Pour moi, la question n'est pas complètement close, parce que il est clair que le GPRF de l'époque, gouvernement provisoire, présidé par Charles de Gaulle, dont le vice-président, on a tendance à l'oublier, est un certain Maurice Thorez, vice-président du gouvernement provisoire, et dont la composition rassemble des ministres de sensibilité socialiste. Vous avez cité Tixier. Tillon pour l'aviation. Alors, il y a Tillon, non, qui n'est pas dans le coup, si je puis dire. Oui, hein. oui, mais... Il est écarté. Disons que ceux qui mettent en œuvre la répression du 8 mai 1945, dirons-nous, évitent d'associer des décideurs communistes, bien que le PCA ne soit pas du tout du côté des AML et du côté des manifestants. Violemment. Et les dénonce violemment. Notamment un secrétaire général du PCA de l'époque, qui n'est autre que Ammar Ouzgan, qui sera au moment 56, 10 ans plus tard, l'un des rédacteurs de la plateforme de la Soumam, et qui se lancera à ce moment-là, peut-être pour faire oublier son rôle antérieur, dans des diatribes anticommunistes. Anti-PPA, vous voulez dire. Anticommuniste, d'accord. Au sein de la plateforme de la Soumam. Oui, Il y a non. À ce moment-là, mais on parle en 1945, c'est les menées oui, bien sûr. Les menées en 1945, hitlériennes. c'est anti-PPA, bien sûr. Mais de hitlérien et de fascistes, tout à fait. Mais je faisais allusion à son évolution ultérieure, où là, il jouera un rôle dans un dénigrement, y compris d'un PCA qui avait contribué à évoluer considérablement par rapport au PCF. Voilà, et en les mettant tous dans le même sac. Bon, laissons tomber Ouzgan. En tout cas, le PCA de 1945 se joint, comme le PCF, à un dénigrement des auteurs de ces manifestations. Si vous permettez, moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, au-delà, toutes ces violences, cette brutalité inouïe, au-delà des causes, disons, immédiates, et ça ne manque pas. Là, je pense on en a évoqué pas mal, mais il ne faut pas oublier, c'est la violence intrinsèque à un système. C'est le système colonial, c'est le colonialisme. Le colonialisme ne peut fonctionner que sur fond de domination et d'exploitation. Et la peur des colons, la peur d'une grande partie des Européens s'explique par cela.
quand il y a ces propositions de l'ordonnance 1944, qui est un élargissement qui est l'octroi de la citoyenneté à quelques milliers d'Algériens, ce qu'on craint, c'est d'être noyé, c'est cette peur d'être noyé devant le nombre. Bien sûr, la population algérienne est majoritaire par rapport à cette population. Et il n'y aura donc, comme un leitmotiv, donc cette peur justement d'être dominé, de perdre des privilèges, et qui plus est, bien sûr, le système est bâti sur un ensemble d'inégalités et d'inégalités flagrantes. Mais ça ne dérange, ça n'a pas l'air de les déranger en dehors de quelques personnalités, comment dire, très très humanistes qui pensent le contraire, mais d'une manière générale, c'est cela. Et l'armée, c'est l'armée d'un empire, c'est l'empire colonial français. Il ne faut pas l'oublier. Et De Gaulle n'est pas disposé du tout, justement, à brader son empire. C'est même sa force. Il pense qu'il faut qu'il évolue. C'est le sens du discours de Brazzaville, oui, où il pense qu'il doit évoluer, mais il doit évoluer dans un cadre impérial maintenu. Il reste dans le giron, justement. Oui, absolument. On ne bouge pas, donc le discours. Et il laissera faire le choix de la répression en Indochine, par exemple. Absolument, absolument. Alors que certains, issus aussi de la France libre, pensaient qu'il fallait soutenir ce que préconisait Ho Chi Minh. Et donc, il va soutenir essentiellement la répression. Ce qu'il écrit dans ses mémoires, c'est pas grand-chose à propos de mai 45. Mai 45 à Damas et dans le Constantinois, puisqu'il y a aussi un bombardement de Damas, a l'air d'indiquer qu'il se rallie à l'idée d'un maintien de l'Empire, même si celui-ci doit évoluer, et même s'il n'aime pas beaucoup les Européens les plus extrémistes d'Algérie, parce qu'il a des souvenirs de 1943, lorsqu'il vient en Algérie. Constantine n'a pas été très apprécié. Oui. Et il se méfie, les Européens d'Algérie se méfient de ce général par certaines de ses déclarations, mais il va quand même valider la répression et le rétablissement de l'Empire, parce qu'il ne va pas le désavouer en tout cas. Ça c'est certain en mai 45. Alors, si Kamel, on essaye de voir un peu quelles ont été les conséquences. Ça ferait office de plusieurs émissions, mais on essaye peut-être d'en éluder quelques-unes. Il y a eu les AML qui ont été un mouvement politique important en termes de revendications, puisque vous avez parlé du Congrès et des résolutions du Congrès de mars 1945, mais aussi en termes de nombre de militants, puisque certains disent 500 000 militants, certains disent 630 000 militants, sur une population de 8 millions. C'est extrêmement important. Donc, comment vous voyez les conséquences de ces événements-là, puisque on ne parle plus des AML, les AML sont finis, on revient à des partis politiques, le PPA continue à revendiquer l'indépendance. L'UDMA est créé à ce moment-là, autour de Farhat Abbas. Les oulémas existent encore, mais politiquement peut-être un peu moins présents pendant cette période-là. Et le Parti communiste, on en parlera pendant d'autres émissions, à ce moment-là réagit d'une manière, Parti communiste algérien, condamne avec des propos très très durs, notamment d'Ozgen, les événements de mai 1945 en traitant de fascistes les organisateurs de ces événements-là. Donc comment vous voyez ensuite les conséquences politiques et notamment l'arrivée d'une génération qui s'est dit que face à autant de brutalité, il n'y avait que la lutte armée qui pouvait sortir le colonialisme d'Algérie? Pardon, encore une fois, je parle sous le contrôle de deux historiens illustres. Ils savent mieux que quiconque que le 8 mai 1945 est une date importante dans la lutte du peuple algérien, dans
Et puis, il a été, pour beaucoup d'historiens algériens et français, ainsi que notre ami américain Todd Shepard, qui disait que le déclenchement de la révolution de novembre 54 a commencé en mai 45. Beaucoup d'historiens le disent. Et puis, certes, de nombreux leaders de la Révolution nationale ont été des membres actifs durant mai 45. Donc, les mai 45 a été, si vous voulez, la fin d'une époque, la fin de la révolution par les lois, la fin de la résistance, la fin des révoltes et le début d'une nouvelle ère, et le début, comme l'a si bien dit le défunt Redouane Aynad de Tabet, la fin de l'ère de la colonisation. Donc, je reviens, si vous voulez, sur la fameuse expression du général Duval, je vous ai donné la paix pendant 10 ans. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas donné la paix. Il n'a pas donné la paix. Il a semé la terreur. Il a été un des commanditaires et des auteurs des massacres de mai 45. D'ailleurs, je lui consacre le dernier chapitre de mon livre. Et dans son discours-là, il montre assez supérieur et au gouvernement français de l'époque, il leur montre il leur donne, si vous voulez, entre parenthèses, l'ordonnance pour pouvoir réprimer et pour pouvoir pour permettre à l'Algérie française d'exister et de perdurer. Donc, moi, je pense en toute sincérité que l'étape de mai 45 a été le déclencheur, a été le détonateur de novembre 54. Il a permis aux Algériens de prendre conscience que tout ce qui a été pris par la force ne peut être repris que par la force. Donc, ça leur a permis de revoir leurs calculs, ça leur a permis de revoir leur stratégie, ça leur a permis de revoir leur feuille de route et d'avoir une autre position vis-à-vis de la colonisation. Donc, et puis cette répression-là a été déclenchée sous la pression des gros propriétaires européens de l'école qui avaient peur de perdre leurs intérêts et qui avaient peur de perdre leur empire. Ils avaient des empires financiers et ils avaient peur aussi de perdre leur avantage et intérêt. Mai 45 a été le véritable déclencheur de la révolution de novembre 54. Merci beaucoup. Oui. Justement, en parlant du déclencheur, on a des positions politiques qui se sont commencées à se rapprocher autour des AML, mais on sent qu'après ces événements-là, des distances ont été prises d'un côté comme de l'autre entre le PPA et l'UDMA, entre la position, d'une lutte armée qui était notamment préparée par certains jeunes éléments du PPA et par la base, qui était réclamée par la base, et on parlera dans une autre émission du congrès de Zeddine, du rapport Zeddine et du congrès du PPA à ce moment-là, du MTLD, et une autre voie, puisque Farhat Abbas était membre de l'Assemblée constituante française par la suite, et continuer à penser à l'organisation d'une autonomie, d'un État autonome algérien dans une fédération française et continua à ce moment-là à croire en l'action politique et juridique. C'est vrai que nous avions un témoignage de Jalil Abdelkalfat qui nous disait qu'en 1943, quand Messaïd El-Haj rencontra Farhat Abbas, et Farhat Abbas lui dit « Faites-moi confiance ».
Mais Saïd Haj lui répond, mais c'est pas de vous que je n'ai pas confiance, c'est des Français. Voilà, comment vous voyez justement l'évolution de la situation à partir du 8 mai 45? La situation est en dents de scie, mais disons qu'elle suit une évolution, j'allais dire quasiment logique. Le grand moment, bien sûr, donc c'est la remise au pas, disons, des principales institutions. Donc, pour la première fois, il faut savoir que les Algériens, grâce à une disposition de ce qu'on appelle, nous, la loi de la mine, comment il s'appelle, la mine Gay, c'est-à-dire qui est donc, comment dire, un député sénégalais. Et donc, tous les ressortissants de l'Empire sont déclarés citoyens. Donc, c'est un point très important. Donc, normalement, donc à partir de 1946, grosso modo, si ma mémoire ne me trompe pas, tous les ressortissants des colonies, donc l'Algérien, donc les Algériens, sont des citoyens. Mais c'est très théorique. mais disons, cette déclaration par rapport à la citoyenneté est énorme. Ça va permettre une représentation, ça va ouvrir aux Algériens une représentation au niveau quand même de l'Assemblée nationale française. Et pour la première fois, on aura des députés algériens, puisque, voilà, donc on va avoir des élus du côté de la mouvance de Farhas Abbas, et on aura des élus également du côté du MTLD, qui est la vitrine, qui est, disons, le parti légal dont va se prévaloir donc le parti de Messali Hadj. Donc il y a une manière de jouer, disons, la carte légaliste, donc en prenant à la lettre donc de participer au jeu dans les institutions de la République française. Bon, on sait que grosso modo, bon, on a des, comment dire, on a un exemple de ce qui se passe dans cette Assemblée nationale, puisque les débats sont rapportés dans le journal officiel de la République française. La première prise de parole du docteur Saaden est huée tant et plus, bien sûr, par les représentants, les députés représentants de l'Algérie, etc., etc. Il y a une réponse absolument extraordinaire de la part de, je crois que c'est après Farhas Abbas qui a un autre comment dire, qui manie quand même le verbe autrement, prend la parole et rattrape le coup de manière vraiment plus subtile, etc., etc. Voilà. Donc, mais tout à coup, bien sûr, là, donc 46, 47, c'est le moment du statut, on discute du statut, du futur statut de l'Algérie. Et bien, quid de ce statut? C'est trois fois rien, c'est quelques miettes. La disparition des communes mixtes, eh bien, on ne verra jamais la fin. Les communes mixtes disparaîtront au cours de la guerre d'indépendance. Le collège unique, on n'en parlera jamais. La représentation toujours inégale au niveau des différentes institutions. Et mieux encore, cette fameuse assemblée algérienne qui va remplacer un peu les délégations financières, il y aura 60 représentants pour le collège européen et 60 pour le collège algérien. Donc toujours cette inégalité dans la représentation, et bien sûr, bon, les jeux de coulisses font le reste. Et puis, bien sûr, il y a le trucage des élections. Alors là, c'est un moment de déception encore. C'est-à-dire, ceux qui avaient encore l'illusion que ça pouvait marcher, ça ne marchera pas. Il y aura des tentatives justement d'union des tendances nationalistes en essayant de reconstituer une sorte de front, d'ailleurs qui s'appellera le Front algérien, je crois, démocratique, je ne sais plus la suite. Et puis, bon, ça, qui échouera. Et les partis vont essayer de... Bon, le parti, en tout cas PPA-MTLD, lui, va suivre une autre voie, donc avec, bien sûr, cette organisation spéciale qui prépare donc le soulèvement. Voilà, grosso modo.
un peu ce qui se passe. Donc, ce qui est important, de l'importance de ce moment des AML et de ce qui s'est passé donc, lors de ces manifestations du mois de mai 1945, c'est cette radicalisation donc, avec des niveaux différents selon les appartenances au mouvement, aux tendances politiques, mais l'autre aspect positif, c'est cette politisation des masses algériennes. La pénétration, par exemple, des AML au niveau des campagnes algériennes. Moi, j'ai l'exemple où, justement, on a la documentation pour le développement, à partir du développement, du mouvement des AML à partir de Khenchla, donc une petite ville à l'époque donc du massif de l'Aurès, et des différentes sections dans le fin fond des douars de la commune mixte de Khenchla. On a la liste entière des adhérents avec leur carte. On a plus de 2000 adhérents, mais l'administrateur de la commune mixte de Khenchla parle de 18 000 adhérents, justement, gonflant à souhait. Mais ce qui est sûr, je crois que lors des rassemblements, lors des prises de parole, parce qu'il y a énormément de gens qui circulent. Farhat Abbas sillonne l'Algérie, Cheikh El-Ibrahimi également sillonne l'Algérie. Donc énormément, Dr Saaden et beaucoup de militants circulent dans toute l'Algérie, prennent des paroles et donc suscitent des grands rassemblements à ce moment-là. Est-ce que justement le comptage de ces rassemblements font que, effectivement, on adhère à ce moment-là aux principales idées véhiculées par les AML. Et en ce sens-là, effectivement, le moment 45, c'est un moment fondateur, grosso modo, pour le mouvement national algérien. Mais je crois que le statu quo qui prévalait justement dans l'Algérie coloniale est fissuré. Et il éclatera à partir du 1er novembre 1954. Moi, j'aime beaucoup rappeler que quand Germaine Tillon, sur l'insistance de Louis Massignon, au lendemain du 1er novembre 1954, est envoyé avec la permission, l'autorisation de François Mitterrand, donc pour enquêter, elle arrive dans l'Aurès, qui est son terrain d'étude, mais qu'elle a déserté donc, depuis Belle-Lurette, avec un passage donc, dans les camps de concentration allemands. Elle voit une personnalité, une notabilité de la ville de Batna, le docteur Hamdi Ken, et la première chose dont lui parle le docteur Hamdi Ken, ce sont les massacres de mai 1945. Il se trouve que Germaine Tillon n'en savait absolument rien du tout, puisque à ce moment-là, elle venait d'être libérée du camp de concentration et elle est envoyée, je crois, en convalescence dans un hôpital dans le nord de l'Europe, en Suède. Et quand elle rentre, comme dirait l'autre, il y a le blackout. Il faut évoquer également le blackout par rapport à ces massacres de mai 1945 au niveau de l'opinion française, en France même. Quand elle rentre, elle est prise dans l'enquête qu'elle mène justement autour de ceux qui ont séjourné dans le camp, puisqu'elle participe, elle écrira son fameux ouvrage de Ravensbrück, justement, et elle a eu cette idée géniale qui a un rapport direct avec son travail d'anthropologue, justement, de concilier le nom donc, de ses camarades du camp, et donc nous savons à peu près donc, toutes celles qui ont séjourné, dont sa mère d'ailleurs, qui perdra la vie à ce moment-là au camp de Ravensbrück. Donc voilà ce que le docteur Hamdi Ken rappelle justement le traumatisme des Algériens, le souvenir des massacres de 1945. Plus rien ne sera comme avant. Et la guerre a commencé justement. Et cette fois-ci, c'est une guerre qui va durer elle aussi, qui va avoir son cortège de drames. Merci et beaucoup. Les 10 années qui séparent grosso modo, oui. mai-juin 45 du début du 1er novembre 54 sont des années de diffusion de l'idée nationale Absolument, dans le pays et aussi de préparation à une lutte qui va être plus sérieuse, plus armée, avec
d'ailleurs des débats internes hein, Bien sûr. sur l'importance de la lutte armée par rapport à la lutte politique, hein, qui vont, y compris, se dérouler ces débats à certaines occasions. Sinaï Ahmed Bien sûr. en a parlé, de ses réflexions sur la nature de la guerre à mener et de la lutte à mener. Bon, mais en tout cas, c'est des années où se construisent où se construit la préparation de la lutte armée et du déclenchement de la guerre d'indépendance nationale. C'est une idée qui coïncide avec la fondation de l'OS, hein, 47, donc organisation spéciale au sein du PPA-MTLD, mais animée fortement par des jeunes qui sont conscients de l'importance de la lutte armée et de la nécessité de la préparer. Et puis, c'est des années où évolue, y compris, une force politique comme le PCA, puisque en son sein, d'abord les Algériens autochtones deviennent plus nombreux. On parle d'arabisation du parti. Il y a une arabisation du parti dans les années 50, et il y a une évolution de la ligne du parti avec l'émergence de la direction, Larbi Bouali, Bachir Hadjali, Sadek Hadjeres, et d'autres. Hein. Mais ceux-ci voient plutôt l'indépendance comme un objectif, alors que jusqu'à présent, le PCA était quand même très aligné sur la position du PCF. Alors, vous parliez de certaines réactions à la suite des événements du 8 mai 1945. On cite quelques réactions tardives dans le journal L'Humanité. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres réactions côté français sur ces événements-là? Des dénonciations de la violence de la répression? Oui. L'Humanité elle-même et certains communiqués du PCF et du PCA de l'époque sont assez consternants par la mention de certaines phrases où les responsables des événements sont désignés comme étant des nostalgiques de Hitler, etc. Bon, mais il y a aussi des réactions très critiques, y compris du côté des communistes français, de certains d'entre eux, par rapport à la répression. Quand j'en avais discuté une fois avec Henri Alleg, par exemple, il m'avait dit « Mais regarde le discours de Léo Figuère à telle date à l'Assemblée nationale qui dénonce la répression. » Donc c'était un peu le grand écart, et des divisions internes aussi au sein du PCF. Il y avait les pressions de l'international Cominform aussi sur ce parti communiste français. Il y avait des divisions internes en son sein. Et donc, il y a quelques réactions critiques de dénonciation de la violence de la répression, y compris en France, y compris de la part de certains communistes. Et c'est l'époque où Robert Barra et d'autres, qui sont de mouvances, elles, plutôt chrétiennes et plutôt issues de la résistance française, qui sont aussi très critiques sur cette violence de la répression. Alors justement, Si Kamel, vous avez fait un ouvrage qui essaye de rappeler cette mémoire-là, qui a été, comme l'a dit Madame Siari Tangour, c'était un blackout total sur ce qui s'était déroulé en Algérie. Comment vous voyez, vous qui avez essayé d'aller relire un peu toutes les sources, tout ce qui a été écrit sur ces événements-là, comment vous voyez un peu la couverture qui a été menée par un certain nombre de journaux français, par la presse française et internationale de ce qui s'est passé en Algérie, et ensuite comment vous voyez l'évolution du mouvement national à la suite de ces événements? Pour ce qui est de la couverture médiatique,
Moi, je fais un parallèle de, de cet épisode tragique avec les, la manifestation du 17 octobre 61 et avec aussi la manifestation du 14 juillet 53. Donc, la, la presse française, aussi bien d'Alger, fidèle à sa tradition, elle a épousé qu'un seul son de cloche, c'est celui de l'administration coloniale. Donc là, je consacre aussi un chapitre à la presse. Cette presse-là a, comme je viens de le dire, a épousé la thèse officielle. Mis à part, je dis bien, mis à part fin 45, le journal Liberté, c'est un organe du Parti communiste qui a essayé plus ou moins d'enquêter. Je le dis, et les preuves sont là, aucun quotidien dont venir en Algérie, enquêter et donner la parole aux infrahumains, à ces indigènes meurtris dans leur chair. Donc, la couverture médiatique a été une couverture à sens unique. Donc, ils n'ont vu que les morts européennes, ils n'ont vu que comme je l'ai dit, je le redis, ils n'ont épousé que les communiqués. D'ailleurs, ils n'ont reproduit que les communiqués officiels. Ils n'ont à aucun moment donné la parole ni aux victimes, ni aux éléments et aux leaders du mouvement national. Donc, c'est une tache noire dans le processus et dans l'histoire de la presse française, aussi bien de la colonie, que ce soit la Dépêche de Constantine, le Petit Sétifien, l'Écho d'Alger, l'Écho de Guelma, l'Écho de Bougie. Ils n'ont reproduit que la thèse officielle. Donc, pour eux, ils ont inversé les rôles. La victime est devenue le bourreau et le tortionnaire est devenu victime. Voilà. Même dans leur message de condoléances, même dans leur pensée, ils n'ont eu de mots de compassion que pour les victimes européennes. Et là, laissez-moi vous dire que même dans leur malheur, les victimes indigènes, les victimes musulmanes ont été discriminées et ostracisées. Donc, tous ces éléments-là ont augmenté le sentiment anti-français durant cette période-là et après cette période-là. Et puis, ça a accentué, il faut accentuer la haine de l'ordre. Donc, comme l'a si bien dit Madame Senghor, l'épisode de mai a été une fracture, a donné, à mon sens, le coup de massue à une cohabitation. Je voudrais ouvrir une parenthèse et mettre en exergue certains, ils sont nombreux, le comportement de certains colons. Certains colons n'ont pas admis les exactions, ont manifesté à leur manière leur compassion, leur solidarité envers des Algériens, et notamment dans certaines localités où des colons, des propriétaires terriens ont tout fait pour protéger leurs amis, les travailleurs, leurs employés, et notamment du côté de
Périgoville, actuellement un Kbira, ou un colon, M. Vianney, si ma mémoire est bonne, pour protéger ses amis, ses employés et ses indigènes. Il a brandi le drapeau français et il a arrêté la progression de la Légion étrangère et il a arrêté la progression de l'armée et il a évité par un tel réflexe un autre bain de sang. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le mai 45 a été une véritable prise de conscience des Algériens, a été une véritable coup de fouet à la conscience algérienne qui a fait que 9 ans après, il y a eu le déclenchement de la guerre de libération. Moi, je pense que pour apaiser les mémoires et pour que les gens, les futures générations puissent connaître ce qui s'est passé en mai 45, le chemin est simple. Et on devrait, à mon sens, emprunter la vérité historique. On devrait ouvrir le débat, un débat apaisé. Et puis, je lance un appel à certains médias français, et notamment les médias lourds, qui ne veulent pas prêter l'oreille, qui ne veulent pas donner l'occasion à des gens comme nous, désintéressés, mus par uniquement la vérité, de leur donner l'occasion pour discuter, pour parler de ce point de notre histoire commune. Il faut savoir que mai 45 est une partie de l'histoire commune des deux rives de la Méditerranée. Sans discussion apaisée, sans discussion franche, sans discussion, disons, sans passion, on ne pourra jamais jamais ouvrir une nouvelle page dans les relations franco-algériennes. Il faut le miner par ce volumineux dossier de mai 45. Donc, l'ouverture, la discussion, comme l'a si bien dit une fois Gilles, la vérité finira toujours par jaillir. Et la condition, c'est l'ouverture d'un dialogue apaisé, d'un dialogue ouvert et non officiel. Et merci. Merci beaucoup, C'est Kamel. Nous, dans Parole aux historiens, nous sommes ravis justement de vos témoignages à vous tous et nous sommes là à travailler avec des très faibles moyens pour pouvoir faire justement émerger cette vérité-là. Merci beaucoup pour cette émission. Peut-être un dernier petit commentaire. On a parlé de la réaction des journaux français. Il y avait peut-être une petite exception, Algérie républicain, avec Albert Camus, qui avait peut-être réagi à ce moment-là sur les événements du 8 mai 45. Oui. Il y a une frange minoritaire de la population algérienne qui, à travers Algérie républicain, à travers justement l'évolution du PCA dans les années 50, va se diriger vers une analyse plus nuancée de l'impossibilité de maintenir la domination coloniale. Ça va coïncider aussi avec ce qui se passera en 1956, au moment où la nomination du général Catroux comme ministre résident fait l'objet de manifestations, que cette décision va être rapportée par le président du Conseil, Guy Mollet, qu'il va nommer Robert Lacoste à la place et que ça va beaucoup changer. Donc il y a des réactions dans la société européenne, mais elles sont minoritaires, elles sont plus lucides que la réaction majoritaire, mais c'est la réaction majoritaire qui va l'emporter au sein de cette communauté.
Absolument. Sylvie Thénault en parle abondamment. Et un dernier mot peut-être sur... Et ce courant libéral, effectivement, il va être, je veux dire, il va y avoir des grands noms. Je songe à, bon, il y a Camus bien entendu, mais quelqu'un comme André Mandouze, qui est à la fin des années 40, il est en Algérie, donc qui tout antiquisant qu'il est, il est l'observateur justement de ce qui se passe autour de lui, à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, et qui, bon, dont les idées justement, très 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 humanistes aussi justement, vont regrouper autour de lui un certain nombre de gens qui vont s'exprimer haut et fort d'ailleurs après 1954. Donc voilà, mais le problème c'est que la majorité, eh bien, la majorité ne partage pas du tout ce point de vue, en tout cas n'envisage pas du tout les principes d'égalité avec les Algériens. Donc ce partage-là est complètement évacué. Si bien que quand De Gaulle revient aux commandes politiques en 1958 et fait son discours, il parle du collège unique. Il le met en place. Ce collège unique, personne ne l'entend. Tout ce qu'on a compris, c'est je vous ai compris. Tout ce qu'on a retenu, c'est cela. Rien d'autre. Le collège unique, bon, comme dirait l'autre, ça peut toujours attendre. C'est une autre, bon, mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera dans d'autres émissions sur justement l'évolution, les débats politiques à partir de 1945 jusqu'à 1954. Merci beaucoup, Sika Babelaïch. À très bientôt pour d'autres témoignages. Merci beaucoup, Gilles Monserrand, pour encore une fois nous gratifier de votre témoignage. Merci beaucoup, Madame Sierry Tangour, et à d'autres occasions dans Parole aux historiens. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci.